Histoire d'un haut pittoresque. Retour sur le plateau de politique avec Jean-Marie Colombani, notre deuxième invité, Henri Weber. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des études auprès du premier secrétaire. Chargé des questions européennes. Et chargé des questions européennes. C'est bien parce que vous faites la suite, c'est bien. Donc auprès de Jean-Christophe Cambadélis. Alors, sa haine contre François Hollande est intacte. Martine Aubry, dans une tribune au Monde, tire au bazooka sur l'exécutif après son ras-le-bol Macron. Trop, c'est trop. Dans une tribune, au Monde, l'ancienne première secrétaire du PS écrit un véritable réquisitoire contre l'ensemble des décisions du quinquennat et l'œuvre entière de Manuel Valls. Dans le fond, que cherche Martine Aubry? Est-ce que d'après vous, c'est plus le fruit d'une conviction ou d'une détestation de François Hollande et de Manuel Valls? Non, je suis convaincu qu'il s'agit de la conviction profonde de Martine. Et on en aura pour preuve... Vous dites ça sans rigoler? Absolument pas, je suis sérieux comme un pape. D'accord. Encore qu'il ne vous a pas échappé qu'elle cite le pape sans mettre les guillemets. Parce qu'elle dit « nous sommes pour construire des ponts et non pas élever des murs ». Bon, c'est la dernière déclaration du pape François. Alors, quand on fait des citations, il faut mettre des guillemets elle reprend, et donner la référence. Bon, ça, c'est pour la plaisanterie. Mais comme il s'agit de conviction, elle ne va pas tarder à nous expliquer qu'est-ce qu'il conviendrait de faire. Parce qu'on est quand même confronté à un problème extrêmement sérieux. On a essayé beaucoup de choses sur la question du chômage. Or, nous avons en France... Mitterrand disait on a tout essayé. Oui, mais il avait tort, on n'avait pas tout essayé. Et là, non plus, on n'a pas tout essayé. On n'a jamais tout essayé. Mais on a essayé beaucoup. Et il n'empêche qu'en France, on a un chômage, c'est une peu glorieuse exception française. On a toujours un chômage à 2 chiffres. On fait 10,3, 10,4% de chômeurs, alors que beaucoup d'États voisins de la même taille, je ne parle pas seulement de l'Allemagne, mais des pays scandinaves, de la Grande-Bretagne, ont moitié moins. Donc la question à laquelle se trouve confrontée la gauche, c'est pourquoi nous n'arrivons pas, depuis des décennies, à faire baisser, à résorber le chômage français. Henri Weber, parce que la question qui devrait être posée est celle-ci, pourquoi les entreprises ne créent-elles pas d'emplois? Voilà. Car c'est ça qui nous différencie, même encore aujourd'hui, de l'Espagne. Elles n'en créent pas en France. De l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre, des pays que vous venez de citer, les autres créent des emplois. Nous n'en créons pas. Donc quand un gouvernement se préoccupe de cela... Parce qu'il y a des freins à l'embauche, Jean-Marie? Parce que notamment, il y a des rigidités. Quand le gouvernement dit « je vais assouplir le code du travail », c'est dans cet esprit. C'est pour permettre aux chefs d'entreprise d'embaucher plus facilement. Et on a affaire à une querelle tout de suite. On nous explique que ce n'est pas la gauche. On nous explique horreur, malheur, c'est la trahison de la gauche. En tout cas, Martine Aubry veut nous expliquer cela. Donc, est-ce que une partie de la gauche n'est pas définitivement vouée à ce déni de réalité? Non, il s'agit d'un vrai débat. C'est une divergence au sein de la gauche et même au sein du Parti socialiste. Nous l'avons en partie tranché à notre dernier congrès de Poitiers. Il y a une majorité forte des 2/3, 70% qui s'est dégagée. Mais quelle est la divergence? Nous pensons, comme vous venez de le dire, au niveau du gouvernement et de la majorité du Parti socialiste, que dans un pays où la dépense publique tient le record de l'Union européenne, la dépense publique, c'est-à-dire ce qui est prélevé et redistribué, c'est 57%, où l'endettement est supérieur désormais à 97% par rapport au PIB. Bien, du point de vue du soutien à la demande, beaucoup de choses sont faites. Outre cette spécificité française, nous avons le système de protection sociale et de transferts sociaux le plus généreux de tous les pays de l'OCDE. Il n'y a pas photo. Alors nous considérons que dans ce domaine de soutien de la demande, on a fait l'essentiel, l'impossible. Et même sur la question de la dépense publique, on n'est toujours pas dans les clous de Maastricht. On a continué à faire de la dépense publique pour soutenir la demande. Donc si malgré tout ça, on n'arrive pas à faire baisser le chômage significativement, c'est qu'en effet, il y a un problème à l'embauche. Et l'idée, c'est de répondre à cette revendication, non pas du MEDEF, mais d'un grand nombre d'entrepreneurs de petites et moyennes entreprises, qui consiste à dire il faut
faciliter les licenciements, il faut réduire l'insécurité juridique, ce qu'ils appellent, je ne reprends pas ce mot à mon compte, mais c'est leur appellation à eux, la loterie prud'homale, réduire et faciliter la souplesse du marché du travail pour aider. C'est pas la panacée, mais c'est un facteur supplémentaire. Mais Matteo Renzi l'a fait en Italie, à sa mesure, c'est-à-dire beaucoup plus modeste que ce qu'on dit, mais il l'a fait et ça a déclenché des créations d'emplois qui sont sans commune mesure avec les quelques 50 000 créations d'emplois qui ont eu lieu en France en tout et pour tout en 2015. Mais vous avez tout à fait raison. Je ne parle pas de l'exemple spécifique de Matteo Renzi, qui n'est pas le meilleur. Je le cite parce qu'il est à gauche. Oui. Mais alors, il y en a d'autres à gauche. Toute la social-démocratie nordique, toute la social-démocratie rhénane est entrée vers ce qu'ils ont appelé la flexi-sécurité, c'est-à-dire davantage de liberté pour les entrepreneurs, pour gérer, c'est-à-dire embaucher, licencier, et davantage de sécurité, mais de vraie sécurité pour les salariés, qui est fondée sur un système de formation permanente, un système de formation initiale. Et on a l'impression, pardonnez-moi, que tout ce que vous décrivez, bien sûr, vous nous expliquez que la loi El Khomri est indispensable aujourd'hui. Non, pas dans l'État. Moi, je vous dis qu'on va la discuter. Vous allez la discuter, c'est évident, bien sûr. Mais il y a un point de départ. Mais on a l'impression que les socialistes, quand même, découvrent que la Terre est ronde. Tout ce que vous expliquez là sur la social-démocratie, Schröder et compagnie, ça fait quand même depuis des années, une décennie, que ces réformes ont été mises en place. Pourquoi s'attaquer à cette réforme absolument nécessaire à 10 mois de la fin du quinquennat de François Hollande? On s'y attaquait. On s'y attaquait bien avant. Je vous donne juste un exemple, mais je pourrais vous en donner 10. Dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 figure ce qu'on appelle la clause de maintien dans l'emploi, qui a été appliquée chez Peugeot et chez Renault. Autrement dit, lorsqu'une entreprise est en difficulté, eh bien, elle peut déroger à l'accord de branche, s'il y a un accord avec des syndicats et du patronat, sur la question de la baisse des salaires et sur la question de l'augmentation du temps de travail. Et c'est exactement ce qui s'est fait chez Peugeot, ce qui a permis, entre autres, à Peugeot de se redresser et aujourd'hui même de distribuer une prime de 2 000 € par salarié de Peugeot comme retour sur investissement pour la mobilisation qu'ils ont confiée. Mais justement que toute une partie du Parti socialiste de la gauche, Martine Aubry et d'autres, ne veuillent pas rentrer dans ce raisonnement malgré les rappels que vous faites, qui font qu'un certain nombre de dispositions qui seraient dans le nouveau Code du travail ont été expérimentés avec succès, ça montre qu'on est dans autre chose. On est dans une procédure, on est dans des attitudes, dans des attaques qui visent à empêcher une nouvelle candidature de François Hollande. Au final, on est vraiment là-dedans. La droite est fort logiquement dans ses primaires et le Parti socialiste est là en train d'entrer dans une période qui est je ne sais pas si c'est un ersatz de primaire ou des pré-primaires, quelque chose qui vise à empêcher Hollande d'être de nouveau candidat. Hollande a dit lui-même que s'il ne parvenait pas à inverser durablement et significativement la courbe du chômage, il n'irait pas. Il l'a dit, mais non seulement il l'a dit, mais il le répète tous les 3 mois. Non, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver. Hein, bon. Donc, lui, il pense que la politique qu'il a mise en œuvre depuis 4 ans maintenant va finir par produire ses fruits tardifs. Bon, et que l'ensemble de son bilan va être lu autrement. Mais la loi El Khomri telle qu'elle est présentée là, c'est pas à prendre ou à laisser. On est dans une démocratie parlementaire. Non, bien sûr, mais la virulence des attaques, vous avez quand même une solide expérience, une solide habitude de ces débats à l'intérieur du Parti socialiste. C'est rare de trouver une telle virulence, une telle hostilité systématique, non? Marie, on va écouter Jacques Attali qui rentre dans la mêlée. Le travail du XXIe siècle, ce n'est pas le travail précaire. Là, tel qu'elle est, c'est pour, sans vouloir polémiquer avec un Premier ministre qui fait un excellent travail sur beaucoup de domaines, c'est plutôt remettre les travailleurs dans la situation du XIXe siècle, puisque ça recrée une précarité sans leur donner ce qu'au XXIe siècle il faut donner, c'est-à-dire une sécurité par la formation. Voilà, donc pas équilibré, on donne trop aux chefs d'entreprise et on sécurise pas assez le salarié. Attali a défendu la généralisation du statut de l'intermittent des spectacles à l'ensemble des salariés.
Bon, c'est peut-être la solution d'avenir, mais pour l'instant, je ne le sens pas. Mais non, il n'est pas vrai, ça c'est pas vrai que ce système installe la précarité, ce n'est pas vrai. Mais quand vous dites qu'il faut l'amender, c'est-à-dire qu'il faut... Comment on rééquilibre ce texte? Alors, par exemple, je donne un exemple, court. Il y a un article 30 bis. Bon, celui-là, il faut le faire sauter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'article 30 bis dit que lorsqu'une entreprise a 6 mois de résultats négatifs, ou bien 1 an de difficultés, elle peut mettre entre parenthèses le Code du travail. Bon, bah, ça, c'est une provocation, je le reconnais. Moi-même, je ne le voterai pas. Et je pense que le groupe parlementaire va faire sauter ce 30 bis et d'autres articles. Oui. Et il peut aussi en ajouter de lui-même. Il faut s'habituer à une pratique plus parlementaire de nos institutions. Et d'ailleurs, le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de 49-3. Donc il va lui falloir trouver une majorité. Moi, je reviens quand même à ma question précédente, si vous le permettez, la virulence des attaques qui sont portées aujourd'hui et qui sont portées à répétition d'ailleurs. D'abord, est-ce que vous en avez trace dans vos souvenirs de militants suffisamment expérimentés ? Et est-ce que ça n'est pas, encore une fois, la bataille qui s'est engagée vise à changer la donne de la présidentielle? Bon, vous suggérez par là que Martine Aubry est candidate. Enfin, ou elle ou d'autres. Bon, elle va répétant qu'il n'en est rien. Bon, mais pour faire appel à ma mémoire, je crois me souvenir que du temps du gouvernement Rocard, gouvernement dit de la deuxième gauche, les attaques, notamment de Chevènement et du CRS, étaient assez sévères aussi. Ils appelaient la gauche rocardienne la gauche américaine. Bon, oui. C'était pas spécialement élogieux dans leur bouche. Est-ce que ça arrange, dans le fond, Manuel Valls de jouer... parce qu'en fait, vis-à-vis de ses frondeurs et de Martine Aubry, il va jouer les super réformateurs. Et Martine Aubry va passer pour la candidate de l'immobilisme et ça apporte du moulin, de l'eau au moulin réformiste de Manuel Valls, non? Ces attaques ad nominem. Je crois que c'est un débat qui est incontournable. Et de ce point de vue, il est bénéfique pour tout le monde. Et il ne faut pas non plus trop exagérer la virulence du papier qu'elle a signé. Par exemple, elle dit qu'elle est tout à fait d'accord avec ce qu'il considère pour François, ce que François Hollande et Manuel Valls considèrent comme la grande nouvelle conquête de leur quinquennat, qui est le CPA, qui est la version française de la sécurisation de l'emploi, du parcours professionnel. Ouais. C'est le contrat personnalisé d'activité. Qui donne à chaque individu, sur le plan personnel, la libre disposition de tout l'ensemble de ses droits. Le compte formation, tout le parcours professionnel. Oui, oui. C'est la sécurisation du parcours professionnel. Pour dire, comme dit très joliment Martine Aubry dans son papier, pour que désormais, entre la case emploi et l'emploi suivant, il n'y ait plus... Il n'y a plus de rupture, oui. Il n'y ait plus la case ANP, oui, ou Pôle emploi. Bon. Bien, c'est ça que nous cherchons à faire par cette réforme. Elle est tout à fait d'accord. Or, c'est une réforme centrale. Est-ce qu'il y a... Enfin, cela dit, elle signe le bilan du quinquennat, de l'ensemble du quinquennat, en disant que c'est un quinquennat qui a affaibli la France. Donc, qui risque d'affaiblir. Qui affaiblit la France. Donc, oui, non, mais je partage ni ce diagnostic, ni cette violence. Manuel Valls avait dit il y a quelques jours, il y a deux gauches irréconciliables. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là, c'est mais là, il ne visait pas Martine Aubry, il visait la gauche dite radicale. C'est-à-dire non seulement Mélenchon... Mais Mélenchon, il est plus dans... Il veut même pas faire des primaires avec vous. Donc c'est l'extrême gauche. Oui, non, c'est la gauche radicale. Il visait la gauche radicale. Il vise pas, là, Martine Aubry, les frondeurs et compagnie. Non, parce que, si vous voulez, Martine Aubry
et ses amis font. On dirait que vous l'aménagez, Martine Aubry. Mais ils font partie de la majorité. Ils font de la majorité. De la majorité du Parti socialiste. Mais je m'excuse. Ces majorités se constituent à l'occasion des congrès. Nous avons élaboré. Mais elle a voté la motion A en plus. Elle a voté la motion A. Oui, elle a des représentants. Elle est elle-même membre du bureau national sur le quota de la motion A. Elle fait partie, jusqu'à nouvel ordre, de la majorité cambadélienne. C'est marrant, du Parti socialiste. Ça se voit pas. Ah, ça se voit. Vous n'avez pas remarqué. Mais si on regarde les choses un peu de l'extérieur, on s'aperçoit que quand François Hollande décrivait récemment à la radio le risque que le candidat de la gauche soit absent du second tour de l'élection présidentielle à cause des divisions de la gauche, on est en plein dedans. Là. Ce qui est préparé autour de François Hollande et contre lui, c'est quand même la préparation d'une gauche ou d'un candidat de la gauche, plus encore si c'est lui, absent du second tour. Donc c'est, si j'ose dire, elle est bien placée pour cela. C'est le modèle du Nord-Pas-de-Calais. Hein. On est assuré pour les électeurs qui se reconnaissent à gauche, sont assurés de devoir voter pour le candidat de la droite, en l'espèce Alain Juppé, comme hier pour Xavier Bertrand. Ce que cherche à faire un certain nombre d'acteurs politiques qui sont dans le champ de la social-démocratie, ce qui est tout à fait son cas, c'est de peser sur le centre de gravité de la future campagne. Parce que là, le Parti socialiste et la gauche tout entière traversent une série de mauvaises séquences. Mais dans 6 mois, ça sera les primaires de la droite, avec l'équipe de foot qui se disputera et qui fera de la surenchère à plus thatchérien que moi tu meurs. Bon. Et puis, les Français verront qu'ils ont le choix entre 3 offres politiques. 3 et pas 4. La première, c'est celle du Front National, qui n'a rien appris, rien oublié. Vous avez vu qu'ils sont toujours pour la sortie de l'euro et toujours aussi xénophobes. Première offre, et offre importante, on la donne en tête. Deuxième offre, celle du candidat de LR, des conservateurs libéraux. Quand vous lisez leurs bouquins, je les ai tous lus, il n'y a pas de différence de proposition, de programme, et c'est ultra-libéral. C'est-à-dire, c'est vraiment du thatchérisme. Alors, et en plus du thatchérisme assumé. Pas seulement Sarkozy, c'est pareil, je ne vais pas vous faire la litanie de toutes ces propositions, mais ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et puis, il y aura la proposition des sociaux-démocrates. Bon. Et c'est sur cette proposition que, sans doute, Martine Aubry veut peser. Et il n'y aura pas de proposition cohérente ou crédible de la gauche radicale. D'abord parce qu'elle est fragmentée, divisée et qu'ils sont d'accord à peu près sur rien. Et ensuite, ils n'ont aucun candidat qui peut seulement espérer figurer au second tour. Ouais. Même le très talentueux Jean-Luc Mélenchon, dans le meilleur des cas, il fait 10%. Donc, il y aura 3 offres et nous devrons, quoi qu'on pense du bilan de Hollande et de Valls, nous devrons, à gauche, nous déterminer face à ces 3 offres. Et la gauche, l'électeur de gauche, il ne pratique pas la politique de gribouille. Il ne va pas se jeter dans la rivière pour éviter d'être mouillé par la pluie. L'Europe, on va parler de l'Europe. Vous êtes ancien député européen. L'Europe se barricade, on l'a vu, devant l'afflux de réfugiés. Bon, c'est pas comme certains pays, la Hongrie, qui érige des barbelés, mais la Belgique, en tout cas, a décidé de rétablir ses contrôles aux frontières pour parer à l'afflux des réfugiés venant notamment de Calais. Alain Juppé disait hier, à Bruxelles, c'est une régression historique. Vous, en tant qu'Européen, qu'est-ce que ça vous inspire, tout cela? Est-ce que vous êtes inquiet? Inquiet, bien évidemment, parce que l'Europe est confrontée à ce qu'on appelle une polycrise simultanée. Il y a la crise économique qui revient, le krach, il y a le nouveau terrorisme, parce qu'il s'agit d'un nouveau terrorisme. Ce n'est pas du tout ce qu'on a connu. Il est beaucoup plus redoutable. Et puis, il y a des flux de migrants, les réfugiés, qui sont d'une autre nature et d'une autre échelle que celle qu'on a connue, par exemple, au moment de la guerre des Balkans. Tout ça nous tombe dessus en même temps. Et on décide à l'unanimité. Alors, c'est une situation qui n'est pas simple à gérer. Alors, là où je suis optimiste, c'est que je sais que l'Europe progresse toujours sous l'aiguillon de la menace et à l'occasion des crises. Et vu l'ampleur des crises, elle peut faire un sérieux bond en avant. Alors, pour ce qui est des barricades, des frontières qui s'érigent, elles s'érigent
temporairement en attendant qu'il existe une protection aux frontières extérieures. Il n'en existe pas. Frontex, c'est une joyeuse bande. Bon, ils sont quelques centaines. Ils sont rigoureusement incapables de garder les frontières extérieures. Ils ont des moyens dérisoires en effectifs et en moyens financiers. Vous avez vu les Allemands qui ont accueilli donc 1 million, ils mettent 10 milliards sur la table pour les accueillir et pour les intégrer. Bon, est-ce que les pays européens sont prêts à mettre la même chose chacun en tout le monde n'a pas les mêmes moyens que l'Allemagne. Donc, comme les flux sont continus, même en plein hiver, et comme ils vont redoubler d'ampleur dès les beaux jours revenus, eh bien, ce que font les gouvernements, ils prennent leurs responsabilités, ils protègent ce qui dépend de leur souveraineté. Mais ils sont tous engagés pour une solution européenne parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution nationale à ce problème. Il n'y a qu'une solution continentale. Et on en connaît absolument les éléments. Il faut... Des frontières extérieures, donc il faut remettre les frontières extérieures. Il faut être capable de les protéger. Il faut déjà éteindre l'incendie en Syrie, c'est déjà la première chose. Il faut essayer de l'arrêter à la source. On est engagé militairement, on fait partie de la coalition. On est en négociation avec les Turcs pour qu'ils en conservent. On finance en Jordanie, au Liban. On finance la Turquie aussi, non? Bien sûr, à 3 milliards d'euros. Non, mais l'Union européenne. C'est l'Allemagne qui négocie. Elle négocie, oui. Elle est intéressée au premier chef. Mais c'est l'Union européenne qui sera à la caisse à la fin des fins. Et comment avez-vous réagi aux propos de Manuel Valls, qui sont d'ailleurs très violemment critiqués par Martine Aubry et ses co-signataires, qui faisaient la leçon à Munich à la chancelière allemande? Oui, bon, moi j'aime pas trop qu'un chef de gouvernement français, quand il est en territoire allemand, tienne des propos qui puissent être jugés comme désagréables ou critiques vis-à-vis de l'hôte. C'est une faute? Je ne dirais pas une faute, mais enfin c'est une maladresse. Bon, hein, Disons que ce n'est pas une manifestation de solidarité à un moment où l'Allemagne demande de la solidarité. Oui, nous sommes tout à fait solidaires avec les Allemands. Nous sommes à la manœuvre avec eux, étroitement, et heureusement, parce que sinon l'Europe ne fonctionnerait pas. Si on veut que ça se passe comme c'est engagé depuis un certain nombre d'années déjà, il faut éviter les maladresses. Merci beaucoup Henri Weber d'avoir participé donc à cette partie de politique. Merci à Jean-Marie, Slate.fr et à Laure Wagner et à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.